L'espace. Point 104. Sur les forums, ou les tables rondes que j'animais, j'ai interrogé les gens sur ce qu'ils ressentaient quand ils étaient anxieux. Il en est ressorti certaines constantes. J'ai creusé un peu et j'ai également cherché ce qu'en disaient les auteurs écrivant sur l'anxiété. Cela a mis beaucoup de choses en évidence. D'abord, les gens parlent d'un afflux de pensées. Anon nous dit: imaginez un tas de gens qui vous parlent trop fort de tout ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Voilà ce que je ressens dans ma tête. Pepperoni dit: les pensées débordent et la paranoïa s'installe. Et j'essaye de me raccrocher à au moins une pensée vis-à-vis de laquelle je peux être rationnel. Lisa Jane dit: c'est comme si une centaine de choses requieraient mon attention immédiate, tout en sachant que je ne peux m'occuper de tout en même temps, à commencer par les pensées qui défilent à toute allure. Anon nous dit encore: l'anxiété, c'est comme si de nouveaux onglets, sur un écran d'ordinateur, s'ouvraient à toute allure et que je n'arrivais pas à les fermer ou à les empêcher de s'ouvrir, mais dans ma tête. Puis les pensées s'accumulent sans pouvoir être évacuées. L'anxiété donne la sensation d'être le passager d'un pilote de course qui supplie qu'on le laisse descendre. Je ferme les yeux, prends de profondes aspirations à chaque tournant qui n'en finit pas. Pepperoni nous redit: pour moi, c'est un boa constrictor qui s'enroule autour de mon corps et le serre de plus en plus à mesure que les pensées affluent dans ma tête. Kate dit: tout, tout ce qui constitue la vie est tassé dans un tube de dentifrice dont l'ouverture est bouchée. Pour Andrew Salomon, auteur du Diable intérieur et conférencier passionnant sur TED, c'est comme avoir envie de vomir, mais sans avoir de bouche. Ensuite, la pression monte et fait que les pensées sont trop cuites ou bouillies et toutes mélangées. David dit: je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os sont disjoints. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Sad Girl dit: une toile d'araignée très serrée, toute mélangée avec beaucoup d'émotions et tout emmêlée. Plus j'essaye de démêler les fils, plus je me prends dans une autre toile d'araignée. Ma théorie de la pelote de laine. En ce qui me concerne, l'anxiété me donne la sensation d'avoir à l'intérieur de moi une pelote de laine pleine de nœuds. Les pensées, les engagements et les considérations contradictoires s'enroulent, s'entortillent et s'en mêlent. Les minuscules fibres de chaque pensée se tissent les unes avec les autres et l'ensemble se transforme en une pelote de laine pleine de nœuds entortillés et filochés avec laquelle il est impossible de tricoter. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris que Franz Kafka avait lui aussi une théorie de la pelote de laine. Il définit l'anxiété comme la sensation d'avoir une pelote de laine au milieu du corps qui s'enroule vite et dont les innombrables fils tirent vers elle la surface de mon corps. Il est impossible de savoir où commencent les nœuds. Pourtant, on essaye toujours de trouver le bon fil, persuadé d'une manière ou d'une autre qu'en trouvant une explication à tout, on pourra tirer sur ce petit bout de fil et voir la pelote se dérouler proprement. On pense que la solution est aussi linéaire que ça, qu'une méthode motivante, qu'une relation réussie ou qu'un travail idéal remettra de l'ordre dans ce bazar. Or, je vous le dis, ce n'est pas comme cela que fonctionnent les pelotes de laine emmêlées, pas du tout. Nos tentatives de tirer sur le fil avec nos sales pattes ne font que resserrer les nœuds. Le seul moyen est de prendre la pelote à deux mains et de l'assouplir avec tendresse, petit à petit. La pelote commence alors à se détendre et à gonfler. Elle est toujours pleine de nœuds, mais ils ne sont plus aussi serrés.
Au bout d'un moment, une partie se défait, puis une autre. Alors, grâce à toutes ces attentions délicates, un bout de la pelote apparaît. Peut-être que le reste de la pelote va se dérouler, peut-être pas. Mais l'important est que ce gros bazar tout emmêlé soit plus lâche maintenant. Il y a plus d'espace. Point 105. Si vous souffrez d'anxiété, la guérison consiste en partie à trouver de l'espace, à assouplir, à gonfler et à ne pas céder à cette pulsion de remplir l'espace dans notre ventre, nos agendas, nos week-ends, nos garde-robes. Des chercheurs ont montré que les esprits particulièrement créatifs et anxieux avaient besoin de beaucoup d'espace ou de moments de pause, de sorte que dans leur cerveau, le réseau du mode par défaut donne un sens aux choses. Sans lui, nous souffrons d'une affliction mentale aussi invalidante que le rachitisme, a écrit l'essayiste Tim Kreider dans The New York Times. L'espace est une condition nécessaire pour prendre du recul et avoir une vue d'ensemble sur notre vie, pour faire des liens inattendus et attendre les éclairs furieux de l'inspiration. Une personne bipolaire m'a dit un jour qu'elle avait besoin de passer beaucoup de temps seule afin d'avoir de l'espace pour les conversations qui se déroulaient dans sa tête. Elle n'a pas dit qu'elle avait besoin de temps. Je sais que cela peut avoir l'air d'un débat sémantique ou métaphysique. Ce n'est pas le cas. C'est une attitude, un sentiment. L'espace implique un déroulement doux. Le temps s'adresse à la pression. La plupart d'entre nous demandent du temps, persuadés que c'est ce dont ils ont besoin, un peu comme l'équilibre. Mais dites-moi quand le fait d'avoir plus de temps a-t-il fait du bien à une personne en pleine crise d'anxiété? Le temps ne relâche pas la pression. Le temps n'enlève pas le bouchon du dentifrice. Le temps ne défait pas les nœuds. Quand on a du temps, on a plutôt tendance à le remplir avec encore plus de pensées. Ce dont nous avons besoin, c'est d'espace. Point 106. Pendant ma crise de la trentaine, je voyais une médecin chinoise tout en nerfs, le docteur L. Elle arrivait en trombe et me criait que ma rate était bloquée, très très bloquée, et me plantait des aiguilles dans les ovaires pour les réveiller. Elle marchait vite et parlait d'une voix aiguë. Je lui ai demandé comment elle faisait, comment elle arrivait à rester en bonne santé tout en étant aussi à fond. Elle aussi souffrait d'une thyroïdite de Hashimoto. Avoir une thyroïdite de Hashimoto et être à fond font partie d'un seul et même lot, l'anxiété et le glaçage qui recouvrent le tout. Le docteur L m'a expliqué qu'elle se réservait une heure de pause chaque jour pour s'allonger par terre dans la salle de consultation et ne rien faire. Être allongée, c'est tout. C'est vrai, c'est du temps qu'elle se réserve. Mais ce temps devient espace quand on le laisse vide, tel un récipient dans lequel on peut s'étaler un peu. Un quart d'heure suffit, parfois 5 minutes, me crie-t-elle. Rester dans le noir suffit. Je me souviens aussi avoir discuté avec une de mes amies PDG, un peu gadée, qui demande à sa secrétaire de lui laisser un quart d'heure avant chacun de ses rendez-vous. J'en profite pour réfléchir sur ce qui vient de se passer. Cela me donne de l'espace pour voir ce que j'ai à faire ensuite, m'a-t-elle dit. Il y a peu, je suis allée voir ma famille à Canberra. C'est un trajet de 4 heures de néant désolé que je mettais d'habitude à profit pour rappeler les gens et écouter des podcasts. Cette fois, je n'ai rien fait, pas même écouter de la musique. J'ai traversé ces larges étendues poussiéreuses, parsemées de moutons. Je n'ai pas utilisé
ce temps. Je me suis simplement posée dans cet espace, et des pensées originales ont émergé de ce néant. Telle est la beauté de l'espace. C'est un vide qui entoure et se pose entre tous les plats de notre vie. Ce peut être quelques instants dans une pièce sombre, un tour de pâté de maison entre deux chapitres, un moment tranquille aux toilettes pendant que les enfants regardent la télévision, ou une église vide à la pause déjeuner. C'est seulement dans le vide qu'on voit le plat. Sans espace, cela revient à regarder un film à 1 mètre de l'écran de cinéma. Il nous manque la vue d'ensemble et on se perd dans le bruit et le flou des pixels. Quand on a de l'espace, on a la chance de rendre notre parcours avec l'anxiété plus agréable. Trouvez l'espace entre les respirations. Essayez ceci maintenant en lisant ce passage. Cela en vaut la peine. C'est un exercice respiratoire inspiré de celui que je vous ai proposé plus haut. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Au sommet de votre inspiration, retenez votre souffle en comptant jusqu'à 3. Expirez doucement, régulièrement, sur 4 temps. À la fin de l'expiration, retenez votre souffle en 3 temps. Quand je dis « retenez votre souffle », il s'agit moins de le retenir que de faire une pause en douceur entre les inspirations et les expirations, sans forcer, simplement en suspendant son souffle. Essayez. Laissez ensuite l'énergie tourbillonner dans cet espace, l'emplir, s'étendre. Faites cet exercice pendant 1 minute ou 2, les yeux fermés. Souriez avec les yeux. Oui, voilà encore une astuce qui procure de l'espace instantanément. Asseyez-vous, les yeux fermés, commencez à méditer selon la méthode qui vous convient, ou respirez comme je viens de le suggérer. Quand vos pensées se mettent à tourbillonner dans votre esprit et que vous commencez à réfléchir aux mails que vous devez envoyer plus tard, ou que vous vous en voulez d'avoir fait comme si vous n'aviez pas vu tout à l'heure au supermarché votre voisin énervant mais si seul, souriez avec les yeux, avec douceur et bienveillance. Vous pouvez remarquer la manière dont cela détend les muscles de la mâchoire et du front, et dont cela écarte vos tempes et donne l'impression que votre esprit est illimité, flottant, sans que le crâne essaye de l'emprisonner. Remarquez l'espace dans votre crâne. Remarquez comme cela vous fait voir les choses avec bienveillance, avec générosité, et comme l'autre petite voix, celle qui aime juger et avoir un avis sur tout, retourne un instant dans sa boîte. Dans une célèbre expérience datant de 1993, des chercheurs ont demandé à des personnes de se forcer à sourire pendant 20 secondes en sollicitant les muscles autour des yeux. Ils ont découvert que cette action simple et brève stimulait l'activité du cerveau associée aux émotions positives. Si vous poursuivez votre lecture, vous serez peut-être content d'apprendre que des chercheurs britanniques se sont décarcassés pour calculer l'impact sur l'humeur d'un sourire que l'on reçoit. Si le sourire provient d'un ami, l'impact est égal à la stimulation cérébrale positive de 200 barres chocolatées. S'il nous est adressé par un bébé, l'impact est égal à celui de 2000 barres. Et voilà. À l'inverse, de manière tout aussi inattendue, une étude allemande récente a montré que le botox injecté dans les muscles du sourire interrompait le circuit du bonheur dans le cerveau, qu'anesthésier les muscles du sourire nous rendait plus tristes, plus anxieux,
Voilà une ironie charmante. Vieillir avec grâce est vraiment la façon la plus joyeuse de vieillir. Sur ce, laissez la douceur de l'espace se répandre en vous. Juste un petit moment.